Donc, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans le cadre du cycle de formation anticorruption destiné aux PME et TI que le Pacte mondial de l'ONU Réseau France co-organise avec l'Agence française anticorruption, représentée aujourd'hui par Angélique Ivancio. Je m'appelle Émilie Zedine et je serais ravi de co-animer ce cycle de formation avec l'AFA. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le premier webinaire qui concernera la politique cadeau et invitation dans l'entreprise. Donc, juste avant de débuter justement la formation en tant que telle, qui, vous le verrez, sera composée de 3 sessions, nous avons quelques questions à vous poser dans le cadre d'un sondage pour aussi jauger justement votre niveau de maturité sur ce sujet. Donc, nous allons tout de suite afficher le sondage. N'hésitez pas à y réfléchir d'abord et y répondre ensuite. Et ensuite, nous pourrons commenter vos réponses. Juste une petite précision, le webinaire portera sur la politique cadeau et invitation, mais également sur les conflits d'intérêts. Donc, ne manquez pas la deuxième partie du webinaire sur cette partie. Voilà, donc le sondage est lancé. Vous pouvez d'abord lire les questions, ce que je vais faire également pour ensuite vous permettre d'y répondre. Donc, première question, avez-vous déjà reçu un cadeau et ou une invitation dans le cadre d'une relation d'affaires dont vous avez douté de la finalité professionnelle et qui pourrait représenter un risque de corruption? N'hésitez pas si vous avez comment dire, une incompréhension ou une question par rapport à cette question à la poser dans le chat pour pouvoir bien y répondre. Donc, on vous laisse quelques secondes pour le faire. On pourra ensuite commenter les résultats peut-être. Si vous avez déjà répondu à la première, je vois qu'il y en a qui ont déjà commencé à répondre au second et et à la troisième. N'hésitez pas donc à répondre à la deuxième question qui justement vous demande si une PME a l'obligation de mettre en place une politique cadeau et invitation. Et enfin, vous pourrez également répondre à la troisième question qui vous demande s'il existe une politique cadeau et invitation dans votre entreprise, justement. On va vous laisser encore quelques secondes pour y répondre. Encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat si vous avez une incompréhension sur l'une ou l'autre des questions. Et plus globalement, n'hésitez pas à poser vos questions durant cette session au fil de l'eau et on prendra également un temps en fin de session pour y répondre. Je vous laisse encore quelques secondes pour répondre à ces 3 questions d'introduction. Super, et donc peut-être, Angélique, vous souhaitez commenter les résultats? Oui, alors déjà, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de pouvoir intervenir auprès de vous aujourd'hui sur les thématiques cadeaux et invitations et sur les conflits d'intérêts. Alors, merci d'avoir répondu à ces 3 questions qui nous donnent pas mal d'indications. Sur la première, beaucoup d'entre vous indiquent ne pas avoir reçu de cadeau ou invitation qui pouvait susciter un doute sur la finalité professionnelle et qui pourrait représenter un risque de corruption. Alors, on pourra peut-être en parler, vous pouvez réagir d'ailleurs directement si vous le souhaitez. C'est peut-être un peu surprenant parce que on le verra dans la présentation, mais souvent l'offre de cadeaux ou d'invitations peut susciter des doutes et il vaut mieux que ça suscite des doutes pour justement s'interroger sur l'intention du tiers derrière, de peut-être chercher à obtenir un avantage en contrepartie. Voilà. Après, sur peut-être que pourrait représenter un risque de corruption qui vous a fait répondre non. Donc, c'est très intéressant. N'hésitez pas à réagir si vous le souhaitez dans le chat. Sur la deuxième question, merci beaucoup aussi pour vos réponses. Alors, c'est assez mitigé. Certains d'entre vous pensent que les PME ont ont l'obligation de mettre en place une politique cadeau et invitation, et d'autres non. Un peu plus dans les noms et quelques-uns indiquent ne pas savoir. Donc, ce sera à l'occasion d'en discuter. Je ne vais pas spoiler maintenant, on en parlera par la suite.
Et sur la troisième question, on vous a demandé si il existe une politique cadeau et invitation dans votre organisation. La majorité ont répondu oui, donc ce qui est très positif. Certains ont tout de même répondu non ou je ne sais pas. Donc ce sera l'occasion, déjà pour ceux qui ont répondu oui, de vous donner quelques indications, de compléter sur l'application d'une politique ado et sur les autres, et bien de vous donner quelques éléments qui, j'espère, pourront vous aider dans vos activités. Merci beaucoup. Et merci d'avoir répondu à ce petit sondage. Vous verrez, on aura un second sondage dans la partie, en effet, relative au conflit d'intérêts un peu plus tard. Est-ce que certains d'entre vous souhaitent réagir sur ces trois questions dans le chat Si vous souhaitez également réagir à l'oral, vous pouvez me demander la parole en levant la main, si vous le préférez. Bon, à ce moment-là, on va commencer la présentation et vous pourrez nous poser toutes vos questions pendant la présentation. N'hésitez pas. Vraiment, l'idée, c'est qu'on puisse vous donner des éléments, mais aussi interagir ensemble et vous apporter des réponses, au moins un éclairage sur peut-être des interrogations que vous avez. Alors, je précise que mes propos s'appuieront essentiellement sur les recommandations et les guides pratiques de l'AFA que vous pouvez retrouver sur le site de l'AFA, dans notamment la page ressources. Enfin, dans deux pages, en fait, dans deux sections. Il y en a une qui s'appelle recommandations et l'autre ressources. Et dans cette page ressources, vous avez l'intégralité des guides qui sont publiés par la FAI. Il y en a un certain nombre sur plein de thématiques différentes comme les opérations de fusion et acquisition, les contrôles comptables, les cadeaux et les invitations. Je vous présenterai le guide par la suite, les conflits d'intérêts, les opérations de mécénat et de parrainage, etc. Donc, ce sera. Alors, on vient de recevoir une question. Bonjour, disposerons-nous des slides de présentation? Oui, tout à fait. On pourra vous mettre à disposition la présentation. Et donc, si vous souhaitez également voilà, avoir plus d'informations, n'hésitez pas à consulter le site de l'AFA. Et je profite aussi de cette occasion pour vous indiquer que nous avons sorti une série de podcasts très récemment, là, il y a quelques jours. Donc c'est un podcast qui s'appelle Cap Intégrité, donc de l'Agence française anticorruption. 3 podcasts sont déjà sortis et le premier porte sur les cadeaux et les invitations. Il dure 15 minutes, il est assez simple et pédagogique. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas également à l'écouter. Il est disponible sur toutes les plateformes, les plateformes d'écoute. Le nom du podcast s'appelle Cap Intégrité de l'Agence française anticorruption. Mais on vous donnera le lien par la suite et puis on vous donnera également le lien vers les ressources de l'AFA. Ce sera peut-être plus simple pour vous. Alors, pourquoi encadrer les cadeaux et les invitations? Alors, ce qui est important à comprendre, c'est que les cadeaux et les invitations sont évidemment des actes ordinaires de la vie des affaires et ne constituent pas en tant que tels des actes de corruption. En tout cas, dans sa doctrine, l'Agence française anticorruption ne n'interdit pas les cadeaux et les invitations. Mais il est important d'y accorder une attention particulière parce que l'offre ou l'acceptation d'un cadeau et d'une invitation peut, dans certaines circonstances, constituer un acte de corruption. Les cadeaux et les invitations sont en fait, constituent un moyen de corruption, comme il existe d'autres moyens de corruption. Hein. On le verra par la suite, je vous donnerai des exemples. Pour déterminer si
un cadeau ou une invitation peut constituer un acte de corruption, il est important de s'interroger sur sa finalité. Et en l'occurrence, la finalité de déterminer l'accomplissement ou le non-accomplissement d'un acte par une personne. Ça veut dire, je rappelle, pour ceux peut-être dont la définition de la corruption n'est pas très claire, la corruption, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'octroyer un avantage en contrepartie de l'accomplissement ou du non-accomplissement d'un acte par une personne. Étant donné que les cadeaux et les invitations sont des actes très ordinaires de la vie des affaires, eh bien, ils constituent un risque important pour l'entreprise qu'elle doit intégrer absolument dans son système de maîtrise des risques et aussi bien pour des petites PME que des ETI un peu plus grandes. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on vous donnera quelques pistes, en tout cas pour les encadrer. Alors, ce qui est important aussi à savoir, et pour répondre à la deuxième question qu'on vous a posée, l'encadrement des cadeaux et des invitations n'est pas une obligation légale pour les PME et les ETI. Il n'existe pas aujourd'hui d'obligation d'encadrer les cadeaux et les invitations. Sauf dans certains secteurs d'activité, et peut-être que aujourd'hui vous travaillez dans ces secteurs d'activité, qui sont notamment la santé et la finance. En santé, il existe une loi très importante qui est justement la loi sur l'encadrement des avantages. Pour ceux qui sont dans ce secteur, je vous invite à faire le lien avec ce qui est prévu par la législation. Et dans le secteur financier, il existe également des obligations spécifiques à certains types de populations, comme des gérants, les administrateurs, etc., sur l'offre et l'acceptation de cadeaux ou d'invitations. Mais de manière générale, il n'existe pas d'obligation qui incombe aux PME et aussi bien aux grandes entreprises. Par exemple, dans l'article 17 de la loi Sapin 2, qui vise les grandes entreprises et qui prévoit un certain nombre de mesures pour détecter et prévenir la corruption, il n'existe pas une obligation spécifique sur les cadeaux et les invitations. Mais c'est un risque très important qui doit être pris en compte. C'est pourquoi il faut être très vigilant. Alors, pour aider au mieux les entreprises, quelle que soit leur taille et quel que soit leur secteur d'activité, l'AFA a publié un guide en 2020 dédié sur la gestion des cadeaux et des invitations dans les entreprises et dans les EPIC et les associations et les fondations. Le guide est disponible donc sur le site de la femme. Il est disponible en français et en anglais si ça vous intéresse. Le guide contient un certain nombre d'exemples et d'illustrations pratiques, donc je vous encourage vivement à le consulter. Pour votre bonne information, le guide avait fait l'objet d'une consultation publique, c'est-à-dire que un projet de guide avait été mis sur la place et on avait reçu eh bien, des suggestions, des commentaires des entreprises, quelle que soit leur taille ou leur secteur d'activité. Et on avait reçu d'ailleurs pas mal également de suggestions aussi des professionnels de la conformité, mais aussi d'avocats, des professionnels aussi dans l'audit interne, etc. Le guide est composé de 3 grandes parties. La première sur la mise en place d'une politique cadeau et invitation. La deuxième sur l'élaboration et la mise en œuvre opérationnelle. Alors, excusez-moi, non, la première, c'est sur les définitions. La deuxième partie sur comment mettre en place la politique et la troisième sur la mise en œuvre opérationnelle. Alors, j'en profite aussi maintenant pour rappeler, et je pense que c'est important, vous l'avez compris donc juste avant, les cadeaux et les invitations constituent un moyen de corruption et il faut être vigilant. Et il existe plusieurs infractions qui sont prévues dans notre code pénal français.
ce qu'on appelle en fait les atteintes à la probité. Il en existe 6. Je me permets de vous le rappeler parce que je pense que c'est important. Les définitions sont présentes, enfin sont sur le site de l'AFA dans la section lexique. Alors, ces 6 atteintes à la probité sont la corruption, le trafic d'influence, le détournement de fonds ou de biens publics, la prise illégale d'intérêts, la concussion et le favoritisme. Si je vous en parle, c'est parce que les entreprises peuvent voir leur responsabilité pénale engagée pour des faits de corruption ou de trafic d'influence. Mais les 4 autres infractions que je vous ai citées concernent les acteurs publics. Néanmoins, les entreprises peuvent voir leur responsabilité pénale engagée également pour recel, complicité ou blanchiment des 4 autres atteintes à la probité que je vous ai citées, le détournement de fonds ou de biens publics, la concussion, le favoritisme ou la prise illégale d'intérêt. C'est important d'avoir ça en tête. Et si on fait vraiment le focus sur la corruption, où le cadeau, l'offre, l'acceptation d'un cadeau et l'invitation peut représenter un risque important, il existe 4 types d'infractions qui sont prévues par le Code pénal français, à savoir la corruption, donc en fait 2 dans la sphère privée et 2 dans la sphère publique. Donc la corruption privée active, la corruption privée passive, la corruption publique active et la corruption publique passive. Alors, c'est des éléments qui sont un peu techniques, mais c'est important à avoir en tête parce que lorsque vous interrogerez sur la finalité de l'offre ou de l'acceptation d'un cadeau et invitation, eh bien, il faudra aussi vous interroger sur où est-ce que vous vous situez. Est-ce que vous êtes dans, dans, dans une démarche en fait de corrompre, c'est vous qui proposez un avantage en contrepartie de l'accomplissement ou d'un accomplissement d'un acte, ou est-ce que c'est le contraire? Donc il y a ce schéma de corrupteur corrompu qui est important à comprendre et analyser, et surtout que en fait une entreprise peut voir sa responsabilité pénale engagée, que ce soit donc dans l'un ou dans l'autre. Et également, il faut faire aussi attention lorsque vous êtes en relation avec des acteurs publics, puisque de la même manière, vous pouvez voir votre responsabilité, enfin l'entreprise peut voir sa responsabilité pénale engagée, mais aussi les peines sont différentes. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je vais lire le commentaire d'un des participants qui est très intéressant. Certes, mais parfois le cadeau est offert. Il n'est pas lié à une demande de contrepartie et c'est souvent bien après que la demande de contrepartie arrive. Donc, difficile d'identifier la finalité au moment où le cadeau est offert. Merci beaucoup parce que c'est très intéressant. Effectivement, il faut en fait le voir sur le temps et je vous donnerai quelques pistes par la suite. Mais un tiers peut tout à fait eh bien, vous offrir un cadeau ou vous envoyer une invitation avec en tête eh bien, d'obtenir en fait l'accomplissement ou non-accomplissement d'un acte peut-être 3, 4 ans plus tard. Donc c'est effectivement, il y a cette question de temporalité qui est à prendre en compte dans l'analyse. On pourra l'aborder par la suite. Merci pour ce commentaire. Alors, une autre question. Bonjour, quelle est la loi pour la santé? Alors, la loi, c'est la loi, ce qu'on appelle, alors l'acronyme, je m'en souviens plus, mais c'est la loi encadrement des avantages. Dans le secteur, ce secteur est très réglementé. Et il existe d'ailleurs aussi une loi sur les conflits d'intérêts, en fait, qui est le dispositif transparence. Et on y reviendra par la suite. Oui, alors une autre question, pourriez-vous, s'il vous plaît, définir la concussion?
Alors la concussion, là on s'éloigne un peu du sujet, hein, mais c'est une infraction qui est en tout cas peu présente ou peu détectée en France, mais elle est beaucoup dans les pays, dans certains pays, et notamment en Europe de l'Est, donc pas si loin que nous. Et en fait, la concussion, c'est le fait pour une personne dépositaire de l'autorité publique eh bien en fait exiger ou ordonner euh, la perception le paiement d'une somme qui n'est pas due. On pense, par exemple, un exemple enfin, vraiment très simple, euh, si vous vous faites arrêter sur la route par un policier en fait qui va vous demander de payer une somme pour une contravention en fait qui n'est pas forcément justifiée. Mais il y a des exemples qui sont plus intéressants sur le site de l'AFA, dans la partie lexique. Vous verrez, il y a vraiment pas mal d'exemples, vous comprendrez plus facilement. Alors, je continue maintenant sur la mise en œuvre d'une politique cadeau et invitation dans l'entreprise. Alors, j'ai bien conscience que pour les petites entreprises, ce n'est pas forcément évident à faire, hein, compte tenu des moyens qui sont alloués. Mais il existe quelques règles à mettre en place qui sont simples et qui permettent en tout cas de maîtriser ou en tout cas d'essayer de maîtriser le risque de corruption. Alors, tout d'abord, quel est l'objectif hein, de cette politique? Eh bien, c'est, et je le rappelle, mais c'est un peu redondant à ce que je viens de dire auparavant, mais c'est très important, c'est de définir des règles en interne qui vont s'appliquer à l'ensemble des salariés, mais également peut-être à des tiers avec qui vous allez travailler, on va le voir par la suite sur l'acceptation ou l'offre de cadeaux et d'invitations pour maîtriser au mieux le risque de corruption et éviter donc de voir sa responsabilité pénale engagée, puisque les conséquences, hein, que ce soit juridiques, financières, économiques, etc., sont très importantes. Et ce message est important à retenir parce que il doit être absolument eh bien, en fait, influé par l'instance dirigeante et cela aussi bien dans des petites structures puisque c'est vraiment l'instance dirigeante qui qui finalement euh, euh, enfin, influe en fait une politique éthique dans sa structure et c'est à elle de définir des règles. Et ça, c'est pour les cadeaux et les invitations, mais également pour d'autres thématiques. On pense notamment, par exemple, au fait avoir qu'il y ait des règles claires sur la rémunération des intermédiaires. On pense aussi sur le fait qu'il y ait des règles claires, eh bien, en parlant de cadeaux et d'invitations sur qui a le droit ou pas, et notamment pour des positions qui sont très souvent en contact avec des tiers, eh bien d'offrir ou d'accepter des cadeaux et des invitations. Et donc, ça doit vraiment venir de l'instance dirigeante et il est important, à un moment donné, dans l'organisation, eh bien, de se poser des questions sur quelles règles on souhaite mettre en place. Ce qui est important, c'est de ne pas, par exemple, prendre le guide de l'AFA et de copier-coller ce qui est indiqué dans une politique et de se dire, bon, bah, on a une politique nous, on essaie de maîtriser au mieux le risque de corruption. Non, surtout si vous êtes dans une structure où il y a peu de moyens. Il vaut mieux définir peut-être deux, trois règles, mais qui sont claires et qui sont bien appliquées de l'ensemble des collaborateurs pour limiter un maximum les risques de corruption.
Alors là, vous avez quelques indications ici sur les slides, mais je vais passer à la suivante. De toute façon, vous aurez la présentation. Alors, comme je vous le disais, cette politique cadeau et invitation, il est important qu'elle s'applique à l'ensemble des salariés de l'organisation. Et qu'est-ce qu'on entend donc par ces salariés? Aussi bien les instances dirigeantes, donc les salariés, mais aussi les salariés occasionnels, les intérimaires, les stagiaires, les bénévoles, etc. Vraiment, l'ensemble des personnes qui travaillent sur les activités de l'organisation doit être au fait de ces règles. Il peut aussi être pertinent de communiquer les règles que vous souhaitez, enfin que vous avez mises en place dans l'organisation aux tiers avec qui vous travaillez, notamment les fournisseurs, mais surtout les apporteurs d'affaires. Alors évidemment, on ne peut pas opposer des règles à des tiers, sauf si on le prévoit de manière contractuelle, ce qui peut être le cas, hein. Dans un contrat, vous pouvez très bien prévoir une clause dédiée à l'encadrement des cadeaux et des avantages. C'est quelque chose qui se fait de plus en plus. Je fais d'ailleurs une parenthèse tout de suite. C'est quelque chose qui se fait de plus en plus, notamment parce que, comme je le mentionnais au début de la présentation, les grandes entreprises, celles qui ont plus de 500 salariés et un chiffre d'affaires supérieur à 1 million d'euros, doivent mettre en place, depuis la création de la loi Sapin 2 en 2016, des mesures pour prévenir et détecter les faits de corruption qui sont contrôlés par l'Agence française anticorruption. Et en cas de non-respect de ces mesures, eh bien, elles peuvent faire l'objet de sanctions administratives. Et une des mesures qu'elles ont, c'est l'évaluation de leurs tiers. Donc, on constate aujourd'hui que de plus en plus de entreprises font l'objet d'une évaluation par les grandes entreprises qui leur demandent, eh bien, vous, est-ce que vous avez un programme éthique? Est-ce que vous mettez en place des règles pour limiter, maîtriser les risques de corruption? Donc peut-être que aujourd'hui, certains d'entre vous qui travaillent avec des grandes entreprises se sont déjà vus demander eh bien, des questions, ou en tout cas une demande de documents sur, eh bien, sur les mesures que vous mettez en place en matière de conformité anticorruption. Et donc, pour faire le parallèle avec l'obligation, une obligation contractuelle, eh bien, cela a fait naître des négociations contractuelles de plus en plus, du coup, importantes, et notamment l'insertion de clauses dans les contrats sur le respect des règles anticorruption, mais aussi sur l'encadrement par exemple, des cadeaux et invitations. Donc, sachez que c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. Alors après, si je reviens à mon point initial de opposer des règles aux fournisseurs et aux tiers, bien évidemment, ce n'est pas facile, mais ce qui peut être pertinent, c'est en tout cas de leur communiquer, vous, de manière transparente, les règles qui sont mises en place, afin en tout cas qu'ils soient sensibilisés, quitte à prendre un peu de temps avec ces tiers-là aussi pour leur expliquer. Ce qui peut être aussi pertinent, c'est dans le cadre du suivi de la relation d'affaires, eh bien, de leur rappeler fréquemment ces règles. Alors, par exemple, ces règles, je vais vous donner plusieurs exemples par la suite, mais ces règles vont de interdire des cadeaux, enfin interdire l'offre de cadeaux et d'invitations pendant les périodes d'appel d'offres, et notamment donc avec ses tiers ou ses fournisseurs. Par exemple, limiter l'acceptation ou l'offre de cadeaux et des invitations avec certains tiers avec qui vous travaillez beaucoup. Donc, ces cadeaux et les invitations font partie de la vie des affaires, mais on décide de les limiter, peut-être en fonction d'une fréquence par an, avec un budget aussi, pour eh bien, s'assurer que tout ça reste dans un cadre professionnel et ne le dépasse pas.
Une autre règle également, eh bien, ça peut être soit de limiter ou d'interdire les cadeaux et les invitations aux intermédiaires et aux apporteurs d'affaires avec qui vous travaillez, puisque ces populations notamment présentent un risque de corruption assez élevé. Vous pouvez aussi interdire les cadeaux et les invitations dans le cadre de certaines activités de manière temporaire, par exemple lors d'une opération de fusion et acquisition ou encore lors d'une volonté, par exemple, de mécéner ou de parrainer un tiers ou vice-versa. Et donc, attention, l'application de la politique vaut aussi bien pour les cadeaux, invitations offerts que pour ceux reçus. Alors, je vois qu'on a une question. Est-ce que les collaborateurs doivent signer la politique? Alors, c'est une bonne question. Alors, comme je l'ai précisé, il n'y a pas d'obligation légale de mettre en place une politique cadeau et invitation, sauf pour certains secteurs. Donc, on ne peut pas, il paraît difficile d'opposer en fait aux salariés. Toutefois, lorsque l'entreprise et notamment l'instance dirigeante qui s'inscrit dans une démarche éthique peut effectivement s'assurer que l'ensemble des salariés de l'organisation adhèrent bien aux valeurs et aux règles de l'entreprise et donc de leur demander de signer par exemple un code de conduite. Mais il n'y a pas d'opposabilité derrière, si ce n'est que normalement, lorsque vous rejoignez une entreprise, dans votre contrat, il y a les respects de loyauté et de respect en fait des règles. Donc, normalement, les salariés doivent respecter les valeurs de l'entreprise. C'est possible en fonction de ce que souhaite l'instance dirigeante. Après, ça peut-être aussi parfois notamment pour des opérationnels qui sont sur le terrain, en fait, le voir comme une contrainte ou juste comme un formalisme. Alors, est-ce que c'est vraiment pertinent de faire ça? Il y a des moyens qui sont plus intéressants comme la formation ou la sensibilisation. Et on en dira quelques mots par la suite. Donc, une deuxième question, et si le collaborateur n'informe pas toujours l'employeur des cadeaux reçus? Alors, il doit avoir le salarié a une obligation d'être loyal envers son employeur, donc il doit lui informer sa hiérarchie. Euh, Après, parfois, il peut ne pas informer, mais c'est-à-dire ne pas faire remonter l'information, mais qui garde une trace, en tout cas dans l'entreprise, parce que les salariés, encore une fois, les cadeaux, les invitations font partie de la vie des affaires. Donc, le salarié, on imagine bien que le salarié ne va pas systématiquement aller demander une validation. Et c'est pour ça que les salariés doivent absolument être sensibilisés pour eux, personnellement, pouvoir déterminer si derrière ce cadeau ou c'est une invitation, il y a une intention de corrompre. Et c'est ça qui est vraiment très, très clé. C'est à ce niveau-là que ça se passe. C'est vraiment les salariés qui doivent être au fait de ça. Et je vais vous donner quelques pistes par la suite et que, si vous voulez, vous pourrez reprendre et les mettre dans vos politiques cadeaux et invitations et notamment vous en servir dans des actions de sensibilisation et de formation qui sont clés. Alors, je vois qu'il y a d'autres questions, on pourra peut-être y répondre en Oui. session. On pourra prendre les questions justement après cette partie-là. Alors, encore une fois, de manière très pragmatique, qu'est-ce qu'on cherche à identifier, à analyser derrière l'offre ou l'acceptation d'un cadeau et une invitation? C'est l'intention, pardon, de corrompre. Et comment cerner cette intention? Eh bien, c'est par, nous, ce qu'on dit, une approche par faisceau d'indices.
qui nous permettront par la suite de déterminer des règles de gestion adaptées, interdire, autoriser, limiter, contrôler, etc. Pourquoi on parle de faisceau d'indices? Eh bien, en fait, on reprend eh bien, ce que les techniques en fait utilisées par les juges lorsqu'ils sont face à des cas et se demandent justement s'il y a eu une intention de corrompre ou pas. On a besoin de se poser plusieurs questions. Et c'est là que j'attire votre attention, c'est que très souvent, quand on parle de cadeaux et invitations, on entend seuil monétaire. Souvent, on entend les entreprises nous dire, eh bien, nous, oui, on a une politique cadeaux et invitations. Les cadeaux sont autorisés à partir d'un certain seuil ou font l'objet d'une validation hiérarchique à partir d'un certain seuil. Eh bien, ce n'est absolument pas suffisant et c'est même risqué d'avoir une approche par monétaire puisque en fait le cadeau est, enfin, l'intention de corrompre par le fait de proposer un avantage, qui est en l'occurrence un cadeau ou une invitation, est tellement en fait, est tellement, enfin, appelle tellement de questionnements que cette approche monétaire n'est absolument pas suffisante. Et vous pouvez très bien recevoir un cadeau d'un tiers d'un très faible montant, et pour autant, ce tiers-là a une intention de vous corrompre par la suite. Et notamment parce qu'en fait, ce tiers vous offre un petit cadeau d'un faible montant tous les mois. Donc, vous voyez, il y a là, dans cet exemple-là, la notion de fréquence à prendre en compte. On l'a vu aussi avec un des participants qui nous a fait une remarque très pertinente. On peut, et d'ailleurs, on peut nous, la structure, elle peut se retrouver dans une position de corruption active où elle est à l'origine de l'offre d'un cadeau d'invitation auprès d'un tiers, mais pour obtenir quelque chose par quelques années plus tard. Donc, il y a aussi cette question de temporalité qui est très importante. Donc, nous, à l'Agence française anticorruption, on a essayé ces dernières années de lister un peu. Il y a 2 slides et je vais vous donner quelques indications de lister ces indices qui permettent de s'interroger sur l'intention de corrompre ou pas. Et encore une fois, de manière très pragmatique, eh bien il est recommandé d'intégrer ces indices-là dans la politique cadeau et invitation. Et notamment, il est aussi très recommandé à ce que l'ensemble des salariés eh bien, ait en tête ces questions. Une bonne pratique, ça pourrait être, si vous le souhaitez, de réutiliser d'ailleurs ces questions-là et de le mettre sous forme de questionnaire. Et à chaque fois qu'un salarié se retrouve dans une situation, eh bien, il peut reprendre ces questions et s'interroger. Et s'il y a un doute, eh bien là, il faut en parler. En fait, dès qu'il y a un doute, c'est important d'en parler. Alors, dans ces indices-là, eh bien, il y a évidemment qui offre le cadeau ou l'invitation, quelle est sa fonction, quel est son positionnement hiérarchique. Évidemment, on va être vigilant s'il s'agit d'une personne qui a, par exemple, une fonction d'acteur public ou de personne publiquement exposé, ou encore si c'est un intermédiaire, un apporteur d'affaires, puisque ces fonctions-là sont exposées au risque de corruption, ou encore des fonctions qui ont des pouvoirs de contrôle ou d'autorité. Ouais, il faut être plus vigilant. Et donc là, l'idée, c'est de fixer des règles pour ces fonctions-là et de prévoir une autorisation hiérarchique. Là, dans les exemples, il y a notamment aussi les dirigeants, les acheteurs, les décisionnaires, etc. La finalité,
Est-ce que, alors cette question-là finalement c'est un peu la question d'ensemble, hein, mais est-ce que le cadeau et l'invitation est en vue d'obtenir une contrepartie et donc il est important de formaliser le motif professionnel et vous verrez de manière très simple, en fait on n'y pense pas, mais c'est important de rester vraiment dans ce cadre professionnel parce que souvent on peut le dépasser et c'est là qu'il y a un risque. Par exemple, recevoir un cadeau à domicile ou par exemple recevoir une invitation à un événement sportif. On n'est plus dans le cadre d'un événement, d'une conférence menée par une association professionnelle, d'un salon professionnel, etc. La nature du cadeau, bien évidemment. Est-ce que c'est un cadeau de nature raisonnable? Donc, on s'interroge là aussi sur le montant. S'il s'agit d'une bouteille de champagne à 300 euros, voilà. Donc, on s'interroge aussi sur les pratiques du secteur d'activité de la zone géographique. Et là, j'attire votre attention sur les paiements de facilitation qui sont présents dans certains pays. Et si si votre structure est active à l'international, ça peut être intéressant eh bien de s'interroger sur les pratiques nationales. Et sachez que l'AFA a publié un document assez intéressant sur les paiements de facilitation. Donc vous le retrouverez dans la section ressources et je vous invite du coup à le consulter. Et donc là, une bonne pratique, c'est d'interdire évidemment les espèces et les équivalents, car chaque cadeau, il faut les interdire et d'interdire aussi les services personnels. Et on retrouve souvent ça dans des cas de corruption, dans des décisions des décisions de justice, pardon, à savoir l'avantage, en gros, était la mise à disposition de biens, donc d'une voiture, d'un avion ou de services, hein, par exemple conciergerie, mais aussi on pense parfois, il y a des exemples comme ça, qui est le fait de je trouve pas mes mots, mais en fait, pour un dirigeant, eh bien, proposer un soutien scolaire à ses enfants, par exemple. Le destinataire, bien évidemment, quelle est sa fonction? Est-il un agent public? Donc, de la même manière que pour l'émetteur, on fixe des règles. Et on interdit les cadeaux aux proches et aux agents publics. Alors, quelle est la valeur? Donc, quelle est la valeur approximative ou relative? Est-ce que la valeur est laissée à la libre appréciation des salariés? Donc, c'est important, là, effectivement, quand même, de définir non pas un seuil monétaire, mais plutôt de définir qu'est-ce qui est matériellement acceptable ou pas. Et pourquoi pas fixer un seuil pour, en tout cas, sous condition qu'il y ait une analyse d'autres indices. La fréquence et la récurrence, j'en ai un petit peu parlé auparavant. Donc, quand a lieu le cadeau ou l'invitation? Alors, est-ce que plusieurs cadeaux et invitations ont été reçus et offerts au cours d'une même période? Donc, même si, par exemple, si ce sont des petits cadeaux, eh bien, on peut s'interroger sur la fréquence, sur la valeur cumulée. Est-ce qu'ils concernent les mêmes personnes et les mêmes tiers? Et ce qui peut être intéressant, c'est notamment avec les tiers avec qui vous travaillez très fréquemment, et bien une fois par an, de faire un récapitulatif des cadeaux et des invitations qui ont été offerts et reçus pour s'assurer qu'il y ait bien la même visibilité des deux côtés. La période. Est-ce que l'invitation ou le cadeau ont-ils été reçus ou offerts pendant les heures de travail, pendant des périodes de négociation d'appel d'offres, pendant des périodes usuelles en fin d'année? Et là, de la même manière, dans les règles à mettre en place, eh bien, on peut décider d'interdire évidemment les cadeaux en dehors des heures de travail, mais aussi de limiter l'offre ou l'acceptation de cadeaux pendant certaines périodes.
Et le lieu, j'en ai un peu parlé aussi. Est-ce que le cadeau ou l'invitation ont été envoyés au domicile du salarié? Est-ce que c'est bien dans un cadre professionnel? Est-ce que, alors quand on entend cadre professionnel, donc salon, foire, restaurant d'entreprise, association professionnelle, etc. Et donc, de la même manière, en effet miroir, vous pouvez décider de limiter ou interdire les invitations dans un cadre non professionnel, les événements sportifs ou culturels, les restaurants, clubs, etc. Alors, alors, je vais prendre les questions. Plusieurs. Même beaucoup. Alors, les deux dernières, oui. Alors, mais est-on exposé aussi si un sous-traitant ne dispose pas... Alors, excuse-moi. Mais est-on exposé aussi si un sous-traitant ne dispose pas d'une politique d'encadrement des cadeaux et des invitations et surtout s'il apparaît que de telles pratiques sont courantes chez lui? Euh, Alors, si j'entends un sous-traitant, donc c'est votre sous-traitant direct, vous êtes effectivement totalement exposé. C'est c'est justement le cœur de l'analyse, c'est d'essayer en tout cas de prendre en compte les risques des tiers avec qui vous travaillez. Et en l'occurrence, si vous faites appel à un sous-traitant ou qui se situe dans une zone géographique où des paiements de facilitation où le risque de corruption est assez élevé, mais que vous ne pouvez pas faire autrement que de faire appel à ce sous-traitant-là, eh bien, l'idée, c'est de vraiment de mettre en place des règles d'interdiction ou de limitation des cadeaux et d'invitations pour vous éviter, voir votre responsabilité pénale engagée. En tout cas, on parle de l'offre et de l'acceptation de cadeaux avec votre organisation, mais aussi si vous faites appel à un intermédiaire ou un porteur d'affaires et que pour votre compte, il va offrir un cadeau à un tiers, par exemple, ou un agent public pour obtenir l'accomplissement ou non-accomplissement d'un acte. Parfois, la frontière entre courtoisie et titre commercial est très mince. Est-ce que offrir des macarons à des prospects venus visiter l'entreprise à titre de courtoisie peut être questionné? Alors, de manière générale, vous pouvez tout à fait poser des questions sur des cas précis et je serai très heureuse d'y répondre. Mais je ne peux pas vous donner une réponse de oui ou non parce que, en tout état de cause, ça dépend vraiment des circonstances. Euh, mais comme ça, à première vue, offrir une boîte de chocolat, des macarons à des prospects dans le cadre d'une future relation commerciale, pardon, ça pourrait être acceptable, mais avec des mesures de vigilance à mettre en place. Alors, tout dépend des circonstances. Alors ça, j'avais répondu plus ou moins. Alors oui, très bonne question. Le CSE doit-il être obligatoirement doit-il être obligatoirement informé ou consulté? Alors pour vous savez que les obligations diffèrent en fonction de la taille des entreprises. Mais en tout cas, pour celles qui ont plus de 50 salariés, oui, il faut que le CSE soit informé, consulté, des règles que l'instance dirigeante souhaite mettre en place. Et notamment si elles sont en fait annexées au règlement intérieur.
Existe-t-il des templates de politique cadeau sur le site de l'AFA que l'on peut adapter au contexte de notre entreprise? Alors, nous n'avons pas non, de template de politique cadeau et invitation parce que c'est trop spécifique aux entreprises. Par contre, là, déjà, je viens de vous donner pas mal d'indications, mais dans le guide de l'AFA aussi, vous avez vraiment toute une partie sur l'élaboration de la politique qui pourra, je pense, beaucoup vous aider. Mais sachez que l'AFA répond aussi aux questions hein, des entreprises, quelle que soit leur taille et leur secteur d'activité, et de manière anonyme d'ailleurs si elles le souhaitent. On reçoit de plus en plus de questions de PME qui s'engagent dans une démarche éthique. On vous donnera avec Émile l'adresse mail de l'AFA, qui est l'adresse mail générique, où vous pouvez nous poser comme ça vos questions, que ce soit juridiques ou techniques. C'est la procédure, ce qu'on appelle la procédure de saisine à l'AFA. Et donc, si je n'ai pas le temps d'ailleurs de répondre à toutes les questions, n'hésitez pas à le faire par ce biais. Et d'ailleurs, excusez-moi, je vais assez vite, mais c'est parce que j'essaie de répondre un peu à tout le monde. Lorsque ce sont nos dirigeants qui reçoivent une invitation, une place VIP à un sport particulier d'une valeur de 600 € par exemple, par un partenaire déjà en contrat, pas en période d'appel d'offres, ni attente d'une décision particulière, enfin, pas en période de renouvellement de contrat, ce n'est d'ailleurs pas le dirigeant qui se charge du contrat. Est-ce qu'un risque alors que le networking est tout de même important? Alors là, alors, si vous souhaitez déjà, vous pourrez nous adresser votre question sur les saisines. On reçoit souvent des questions comme ça, hein. Donc n'hésitez pas. Là, j'ai pas vraiment une réponse à vous apporter, si ce n'est que, encore une fois, il faut être vigilant. En fait, tout dépend encore de l'intention et notamment de la prise en compte des faisceaux d'indices que je viens de vous exposer. Pourquoi les personnes publiques ne peuvent pas recevoir de cadeaux et invitations? Eh bien, parce que les acteurs publics ont un devoir d'intégrité et elles agissent non pas pour le compte de l'entreprise, mais pour le compte du service public. Donc, il y a des règles à respecter. L'AFA a publié un guide spécifique sur les cadeaux et les invitations pour les acteurs publics. Et je vous invite à le consulter, même si vous travaillez dans des entreprises, parce que ce guide-là est très intéressant pour les entreprises qui travaillent avec des acteurs publics pour comprendre justement un peu qu'est-ce qui est prévu pour les acteurs publics. Concernant la valeur du cadeau, le seuil peut-il être différent selon la catégorie des salariés? Globalement, les dirigeants vs les collaborateurs. Oui, tout à fait, et c'est une très bonne pratique. Qu'en est-il des invitations à des conférences dans le cadre d'un événement sportif? Bon, je peux pas, je pense que d'ailleurs je vais peut-être pas pouvoir répondre à toutes les questions, mais voilà, c'est tout à fait possible, mais il faut être vigilant, il faut que ce soit formalisé, encadré avec une validation hiérarchique appropriée. Très bien, alors je vous propose de continuer parce que le temps passe vite. J'espère en tout cas avoir répondu à vos questions. On va prévoir un temps en toute fin de session hein, pour évidemment répondre à des questions supplémentaires. Alors, quelques mots ici, mais assez rapidement sur la mise en œuvre opérationnelle de la politique cadeau et invitation. Il est bien évidemment fondamental que cette politique soit diffusée et accessible auprès de tous les salariés. Donc, il existe plusieurs moyens pour le faire. Là, vous avez des exemples. Il est de plus en plus fréquent de voir, en fait, sur les badges des entreprises, un QR code qui ramène à la politique cadeau et invitation. On voit aussi de plus en plus souvent dans les locaux les règles sur l'interdiction des cadeaux et des invitations. Donc, voilà, ça demande d'être un peu créatif, mais ce qui est important, c'est que les règles soient le diffuser le plus largement possible.
Il est important de sensibiliser et de former. C'est un pilier en fait essentiel de la mise en œuvre d'une politique cadeau et invitation. Prendre du temps. Alors pour les PME qui n'ont peu de moyens, je peux comprendre que ce soit difficile, mais comme je vous le disais, il vaut mieux peut-être se mettre d'accord sur quelques règles efficaces et prendre le temps de les faire connaître par, en tout cas, les salariés qui sont plus ou moins exposés au risque de corruption pour eh bien, limiter, maîtriser un maximum le risque de corruption par la suite. Ce qui est en bonne pratique, c'est bien de prévoir une sensibilisation de tous les salariés et une formation des personnels les plus exposés. Et pour ça, vous pouvez tout à fait reprendre les supports proposés par l'AFA sur son site. Vous avez notamment des lexiques, des serious games, etc., qui peuvent être réutilisés auprès des salariés et contrôler l'application de la politique. Voilà, ce qu'on recommande, c'est qu'il y ait une vision d'ensemble, en tout cas au niveau de l'instance dirigeante, et un contrôle hiérarchique et un contrôle de conformité si il existe un service de conformité, évidemment, dans l'entreprise. Et la mise en place c'est vrai que je vais un peu vite, mais c'est très important, la mise en place aussi quand même d'un contrôle comptable et d'un suivi des flux financiers. Et un point important, qui est que souvent les cadeaux et les invitations ne sont pas bien enregistrés comptablement. Ils sont enregistrés dans les comptes notes de frais ou dans les comptes divers, donc ils peuvent un peu passer, voilà. Il est important qu'ils soient enregistrés dans les bons comptes dédiés aux cadeaux et invitations. Ici, vous avez quelques exemples quelques bonnes pratiques sur ce qui peut être fait dans l'entreprise, donc à savoir mutualiser les cadeaux reçus. On peut par exemple les reverser à des œuvres caritatives ou les partager entre les collaborateurs. Mettre en place un registre des cadeaux et invitations dans un objectif de formaliser et notamment d'avoir une traçabilité sur le long terme. Et si possible, si on a les moyens, choisir un outil de traitement des demandes et des déclarations pour les plus grandes structures afin d'avoir justement une validation hiérarchique appropriée et rapide. Alors, il est 11h30. Il nous reste une partie sur la prévention des conflits d'intérêts en entreprise. Alors, cette partie est moins importante que celle sur les cadeaux et les invitations. Donc, on va avoir le temps de répondre à vos questions. Et c'est pour ça, si vous êtes d'accord, Émile, je propose quand même là de prendre peut-être 2 minutes pour prendre les questions sur les cadeaux et les invitations, parce que si on attend la toute fin de la présentation, on risque un peu de s'en mêler avec les sujets. Donc là, si vous avez des questions supplémentaires sur la partie cadeaux et invitations, c'est le moment. Et comme je vous disais, on pourra aussi, si vous avez des questions que vous n'osez pas poser, vous pouvez aussi les adresser à Émile et on pourra répondre. Et vous avez aussi la possibilité de les adresser directement à la fin. N'hésitez pas à indiquer vos questions soit dans le chat, soit dans l'onglet Q&R. On a déjà 2 questions. Bonjour, l'enregistrement de cette session sera-t-il disponible? L'année dernière, on avait pu leur poser. On reviendra vers vous avec la réponse à cette question, mais en tout cas, le support sera disponible sans souci. Et une deuxième question d'ordre technique. Donc, quelle est la durée de conservation du registre? Alors, il n'y a pas de durée prévue
concernant la conservation des données qui sont indiquées enfin, dans le registre cadeaux et invitations, là, tout dépend en fait enfin, je vous invite en fait, consulter le responsable du traitement des données personnelles, si c'est ça votre question, puisque tout dépend de la finalité. Voilà, justement. En fait, tout dépend il n'y a pas il n'y a pas en fait de durée légale qui est prévue. Tout dépend de l'analyse qui est faite par le responsable du traitement des données personnelles. Donc, ils doivent respecter les règles en vigueur, notamment le RGPD. Mais aussi, mais bon, là, quand même sur un registre cadeau et invitation, je pense que le sujet se pose pas trop. Sur le droit à la vie privée. Par contre, de manière générale, il est important justement de garder une trace des cadeaux et des invitations sur le long terme, et notamment lorsqu'il y a des rotations, enfin des changements dans les équipes. C'est vraiment important que ce registre soit conservé sur un réseau sécurisé. Alors, nous venons de recevoir une nouvelle question. Si une entreprise offre un cadeau, mais postérieurement à une procédure d'appel d'offres qui s'est pourtant déroulée sans difficulté, que faire? Alors, il faudrait un peu plus d'éléments, mais si le cadeau a été offert avant la période d'appel d'offres et parce que avec un client que vous connaissez déjà et parce que ou un tiers et parce que c'était dans le cadre de la relation d'affaires et que cela a été formalisé, c'est plutôt acceptable. Par contre, si ça a été offert justement dans une volonté de gagner l'appel d'offres, et qu'il s'agissait par exemple d'un nouveau client, alors là, effectivement, là, c'est problématique. Alors là, on vient de recevoir une question. Une nouvelle question. En cas de contrôle de l'AFA, on ne sait pas quand, à la demande de l'AFA, on doit pouvoir fournir des explications. Alors, je n'ai pas bien compris la question. Ce qui est sûr, c'est que les entreprises qui peuvent être contrôlées par l'AFA, entreprises et EPIC, sont celles qui ont un effectif de plus de 500 salariés et un chiffre d'affaires de plus d'1 million d'euros, et dont le siège social est en France. Donc, ces entreprises-là, effectivement, peuvent être visées sur sur le respect des mesures de détection et de prévention de la corruption. Après, sur un cas de corruption généré par l'offre ou l'acceptation d'un cadeau ou d'une invitation et qui se trouve être avéré, cela relève eh bien, de l'analyse du juge. Donc après là, c'est plus peut-être la question sur le fait d'une analyse bien circonstanciée. Je ne sais pas. Je pense que c'est bon pour les questions. Très bien. On peut répondre à toutes celles qui avaient été exposées. Ah, on a reçu une nouvelle question. C'était peut-être un complément de la question. Alors non, c'est une nouvelle question. Quel conseil si nos concurrents ne sont pas respectueux des bonnes pratiques et gagnent des clients avec une politique de cadeaux généreuse? Eh bien, à ce moment-là, c'est pas évident, hein, c'est pas évident et je le comprends. Si vous vous retrouvez dans une situation où vous considérez qu'un de vos concurrents a gagné un appel d'offres
en utilisant des pratiques inappropriées, vous avez tout à fait la possibilité d'effectuer un signalement. Vous savez, notamment, il y a eu une grande amélioration législative ces dernières années sur le fait de pouvoir effectuer des signalements sur des délits et des crimes, mais aussi il y a la loi Wasserman qui est venue renforcer le régime de protection des lanceurs d'alerte. Mais bon, il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet, mais je ne m'étendrai pas. Mais vous pouvez effectuer un signalement soit via votre organisation, ou soit directement à l'AFA, ou soit directement au procureur de la République. Les détails des modalités pour effectuer un signalement sont précisés sur le site de l'AFA si ça vous intéresse. Je trouve que les notions d'intention sont presque hypocrites car en réalité, on fait toujours des cadeaux dans l'idée qu'on aura une issue favorable pour vendre un produit ou un service. Alors, ce commentaire m'inquiète, pour tout vous dire. Merci de l'avoir indiqué. Mais justement, en fait, la notion d'intention est cruciale, elle est clé pour déterminer si l'offre ou d'un cadeau ou d'une invitation constitue un moyen de corruption. Et on le voit que ça peut arriver fréquemment. Alors là, j'ai l'impression que vous vous retrouvez dans une situation où justement la finalité, c'est ça. Et à ce moment-là, eh bien, j'attire votre attention sur le fait que les personnes, enfin les auteurs, ainsi bien que l'entreprise, peuvent voir sa responsabilité pénale engagée. Mais je tiens aussi quand même à préciser que de manière générale, les cadeaux et les invitations, et surtout depuis ces dernières années, s'inscrivent dans une démarche de courtoisie et peuvent tout à fait être encadrés sans qu'il y ait une finalité, une intention de corrompre derrière. Alors, je vais arrêter là avec les questions, mais je vais quand même juste prendre le commentaire d'une personne qui nous avait posé une question juste avant, qui nous répond notamment sur le contrôle de l'AFA, qui nous répond merci. Pour compléter le point sur en cas de contrôle de l'AFA, en fait, c'est en lien avec la durée du conservation du registre. Très bien, je comprends mieux. Alors là, effectivement, là, c'est en fonction, c'est au regard en fait des règles applicables en matière de protection des données personnelles. Merci beaucoup. Alors, j'espère avoir répondu au mieux à vos questions. Je sais que le sujet, que c'est un sujet voilà, qui suscite beaucoup d'interrogations. Donc, encore une fois, n'hésitez pas par la suite à nous. Si vous avez encore des questions, on les prendra avec plaisir et on pourra vous répondre individuellement. Alors, je vous propose maintenant de vous parler des conflits d'intérêts en entreprise, puisque eux aussi, comme les cadeaux et les invitations, peuvent être générateurs de corruption. Alors, si vous souhaitez en savoir plus, l'AFA a rédigé un guide dédié qui est disponible sur le site de l'AFA. Et à destination des entreprises, quelle que soit leur taille ou leur secteur d'activité. Effectivement, mais je pense qu'on a... excusez-moi, on était juste en train de régler un petit problème technique. Alors, qu'est-ce qu'un conflit d'intérêts ? Alors, un conflit d'intérêts, c'est une définition qui est proposée par l'Agence française anticorruption que vous retrouvez dans son guide. Un conflit d'intérêts, c'est toute situation d'interférence entre la fonction exercée au sein d'une entreprise et un intérêt personnel, de sorte que cette interférence influe ou paraisse influer l'exercice loyal de la fonction pour le compte de cette entreprise. Ce qui est important à retenir ici, c'est cette notion d'interférence. L'interférence entre les intérêts de l'entreprise et l'intérêt personnel. Vous avez un petit schéma ici qui illustre bien avec les différentes sphères et que ce soit aussi
là aussi une notion temporelle importante, que ce soit dans le présent, passé ou le futur. Je précise que les conflits d'intérêts ne sont pas pénalement en fait, les conflits d'intérêts, comme pour les cadeaux et les invitations, ne sont pas en fait, ne sont pas prévus par le code pénal français dans la sphère privée. C'est-à-dire que une entreprise concrètement ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée pour un conflit d'intérêts, mais c'est là que c'est très important à comprendre. C'est que elle peut voir par contre sa responsabilité pénale engagée pour des faits de corruption qui ont été générés par une situation de conflit d'intérêts. Par ailleurs, le conflit d'intérêts, par contre, est pénalement est prévu par le code pénal dans la sphère publique. Et c'est l'infraction de prise illégale d'intérêt. On voit très souvent des cas dans les journaux. Si ça vous intéresse, je vous invite notamment à en fait regarder un peu les dernières décisions de justice pour comprendre en fait pour comprendre en fait les faits qui ont eu lieu. Dans certains secteurs d'activité, le conflit d'intérêts est encadré, notamment comme pour les cadeaux et les invitations, dans les secteurs de la santé. Donc, il y a le dispositif transparence, où il y a une obligation de publier tous les liens d'intérêt entre les professionnels de la santé, et dans le milieu financier, où il y a aussi une obligation de déclarer les potentielles situations de conflit d'intérêts pour certains types de population. Donc, vous l'avez compris, une entreprise peut voir sa responsabilité pénale engagée pour des faits de corruption qui ont été générés par une situation de conflit d'intérêts. C'est pourquoi il faut être très vigilant sur ces situations de conflit d'intérêts. Alors, quelles mesures peuvent être mises en place et notamment pour les PME. Alors là, on a essayé de vous donner pas mal d'indications sur ce slide que vous pourrez reprendre. Mais tout d'abord, c'est de identifier au sein de l'organisation les potentielles situations de conflit d'intérêts. Et pour ça, on va d'abord s'intéresser aux personnes dans l'entreprise qui occupent des positions d'autorité, qui ont une influence sur les décisions qui sont prises dans l'organisation. Notamment des entreprises, des décisions liées aux investissements, des décisions stratégiques, mais aussi les décisions avec les tiers, le fait de contractualiser ou pas avec un tiers. Donc, on pense aux dirigeants, à toute personne dans l'entreprise qui peut bénéficier d'une délégation de pouvoir, aux commerciaux, aux acheteurs, etc. Et on va se demander on va chercher à savoir si ces personnes-là, mais normalement, elles doivent, pareil, de manière, parce qu'elles ont cette obligation de loyauté envers l'employeur, indiquer à l'employeur si elle se retrouve dans une situation qui pourrait porter atteinte aux intérêts de l'entreprise. Et vous pouvez, et il est tout à fait possible d'ailleurs de fixer une règle qui est l'obligation de déclarer des situations potentielles de conflit d'intérêts dès l'entrée dans l'entreprise. Et on voit aussi comme bonne pratique de plus en plus une vérification lors du process de recrutement pour vérifier notamment s'il n'y aurait pas une incompatibilité avec les missions qui seront confiées à la personne. Il faut aussi s'intéresser également aux autres fonctions dans l'entreprise pour vérifier s'il n'y a pas des situations potentielles de conflit d'intérêts.
évidemment, l'idée n'est pas d'interdire des activités externes à l'entreprise, hein. Tout salarié a le droit d'avoir des activités externes, mais il ne faut pas qu'elles soient en interférence avec les intérêts de l'entreprise. Et donc, il est recommandé bien, d'identifier et de formaliser, de lister ces potentielles situations de conflit d'intérêts dans un registre et de vérifier dans la vie des affaires de tous les jours si elles ne pourraient pas devenir avérées. Ensuite, il est recommandé de définir et mettre en œuvre une politique de prévention, de détection et de gestion des conflits d'intérêts. Vous retrouverez donc pas mal d'informations avec des exemples pratiques dans le guide de l'AFA que je vous invite à consulter. De la même manière que pour la politique cadeau et invitation, les règles qui sont fixées doivent être influées par l'instance dirigeante. Elles doivent être connues de tous les salariés. Elles doivent être inscrites dans le code de conduite de l'entreprise s'il en a un. Et également, de manière très pragmatique, notamment si la structure a peu de moyens, il est important de définir des modalités très pratiques pour gérer ces conflits d'intérêts. Et on pense notamment en termes d'autorisation hiérarchique, en termes d'accès aux données, d'accès aux outils, d'attribution. Etc. Et pourquoi pas aussi la nomination d'un référent dédié qui pourra répondre aux questions. Ça fait le lien du coup avec les mesures qui peuvent être mises en place. Il est tout à fait possible d'intégrer une obligation de déclaration des conflits d'intérêts dans le contrat de travail. Si on accepte la situation de conflit d'intérêts, on peut mettre en place des modalités de séparation des tâches et de visa et de contrôle hiérarchique pour s'assurer que le salarié ne va pas être en lien avec une personne qui pourrait être potentiellement proche des activités externes du salarié. Il existe aussi la possibilité d'une réallocation du dossier, donc mettre en place une procédure de déport, prévoir aussi une rotation des collaborateurs, et ça c'est une bonne pratique qui peut être faite de manière générale, faire bouger les collaborateurs, notamment les acheteurs et les commerciaux sur différents portefeuilles. Une modulation temporaire également des attributions, des droits, des délégations et des autorisations peut être mise en place, mais il faut qu'il y ait un vrai suivi derrière parce que parfois c'est le cas, mais en fait il n'y a pas un suivi derrière. Donc ça veut dire que le temporaire finalement se transforme en définitif ou encore le temporaire finalement n'est pas là au bon moment. Donc il faut aussi là être vigilant. On en a parlé auparavant, mettre en place des règles claires concernant l'octroi ou l'acceptation de cadeaux et invitations. Et pourquoi pas, dans les cas les plus sensibles, demander aux salariés de mettre fin à la situation de conflit d'intérêts. Voilà, c'est la mesure qui est un peu la plus extrême, mais s'il n'est pas possible de mettre en place des mesures de maîtrise des risques qu'on vient de citer, à ce moment-là, il faut demander aux salariés de mettre fin à cette situation qui peut interférer avec les intérêts de l'entreprise. Et c'est pour ça qu'il est important de vérifier en fait si le salarié ne se retrouve pas dans une situation de conflit d'intérêts en fait dès son entrée dans l'entreprise, mais aussi de s'interroger régulièrement
auprès des personnes, notamment les personnes sensibles, hein, qui sont mentionnées tout en haut du slide, puisque des situations de conflit d'intérêts peuvent aussi, enfin des nouvelles situations de conflit d'intérêts peuvent également se présenter. Voilà un peu pour les mesures qui peuvent être mises en place. Ce sont quelques indications, mais vous retrouverez des exemples bien plus précis et des illustrations pédagogiques dans le guide pratique de l'AFA. Vous retrouverez notamment dans le guide pratique des schémas qui sont assez intéressants. On avait prévu de vous en présenter quelques-uns, mais le temps a passé très vite. Mais je vous invite vraiment à regarder ces schémas parce que ça vous permettra de mieux comprendre comment une situation de conflit d'intérêts peut générer une infraction d'atteinte à la probité. Vous en avez plusieurs dans le guide. Merci beaucoup pour votre attention. Je vais maintenant prendre les questions, si vous en avez, relatives à la partie sur les conflits d'intérêts. Mais j'espère en tout cas avoir été claire et surtout avoir pu vous apporter quelques réponses. Quel lien, alors donc une nouvelle question, quel lien entre l'AFA et la HATVP puisque les élus doivent déclarer leurs intérêts à la HATVP et non à l'AFA? Alors, merci pour cette question. Tout à fait. Alors, je ne l'ai pas précisé, hein, mais il existe un cadre réglementaire assez important et notamment les élus, mais également pas que les élus, hein, des fonctions aussi publiques, doivent déclarer en fait leurs intérêts à la HATVP. Et donc, c'est la HATVP qui est en charge d'analyser et de conclure en fait sur des potentielles situations de conflit d'intérêts. Donc nous, ça ne rentre pas dans notre périmètre. Donc en fait, le lien entre l'AFA et la HATVP ici, c'est plutôt que nous, l'AFA, on a un rôle de prévention, en tout cas là aujourd'hui, envers les entreprises sur les situations de conflit d'intérêts. Puisque là, on parle de la sphère publique, mais les entreprises aussi sont concernées par les conflits d'intérêts. Je crois qu'on avait une question plus haut. Je pense que c'était toujours sur le cadre. C'était sur le cadre. Je peux quand même y répondre. Alors, on avait une question sur les cadeaux. Si une entreprise offre un cadeau. Ah oui, non, mais alors ça, j'ai répondu. Et après, le même monsieur nous a dit entreprise et EPIC, mais quid des établissements publics administratifs ou des sociétés publiques locales? Alors, merci aussi pour cette question. Monsieur, alors oui, tout à fait. Alors, j'en parle pas aujourd'hui parce que aujourd'hui, la présentation était dédiée aux PME et ETI et donc on était vraiment sous un prisme entreprise. Par contre, évidemment que les établissements publics administratifs et les SPL sont concernés. Et d'ailleurs, dans le guide, vous verrez qu'il y a des exemples qui les concernent. Mais en fait, parce qu'à l'AFA, on distingue bien les acteurs publics et les acteurs économiques. Et c'est pour ça que l'AFA a publié 2 guides. Un qui s'adresse aux entreprises et EPIC et un autre qui s'adresse aux acteurs publics. Et donc, vous retrouverez plus d'informations dans l'autre guide. Et par ailleurs aussi, l'AFA a publié un certain nombre de guides spécifiques à des acteurs publics comme les collectivités,
les fondations, etc. Et je vous invite aussi donc à consulter ces guides-là si ça vous intéresse. Je pense que c'est tout pour les questions. N'hésitez pas à nous les poser les quelques minutes qu'il nous reste. Une dernière question. Bonjour, pouvez-vous donner des exemples d'indicateurs chiffrés à mettre en place pour appuyer les bonnes intentions de l'entreprise? Alors, je pense que vous parlez de manière générale, mais les indicateurs, eh bien, déjà, c'est des indicateurs en termes de communication de l'instance dirigeante. Est-ce que l'instance dirigeante communique sur sa volonté de mettre en place une politique éthique dans l'entreprise? Est-ce que, en termes d'indicateurs, on va voir s'il y a des politiques? Est-ce qu'il y a une politique cadeau et invitation? Et est-ce que dedans, il y a des règles claires qui ont été établies? Pareil pour les conflits d'intérêts. Est-ce qu'il y a une politique? Est-ce qu'il y a des règles qui ont été bien établies? Est-ce qu'il y a des registres qui sont mis en place avec une traçabilité de ce qui est fait? Est-ce qu'il y a en termes d'indicateurs, est-ce qu'il y a des actions de sensibilisation et de formation qui sont menées auprès des salariés? Et donc là, si on va plus loin sur les indicateurs, quel est le taux si c'est un e-learning qui est mis en place, le taux de complétion, si c'est des actions en présentiel, eh bien, une feuille d'émargement avec qui a été présent. Voilà, quelques exemples. J'espère en tout cas avoir pu répondre à votre question. Je pense que vous avez pu même répondre à l'ensemble des questions. J'espère avoir été claire. J'ai bien conscience que le sujet, en tout cas pour celui des cadeaux et invitations, n'est pas évident. Et parce qu'aussi, il est très propre en fait au cas qui se présente dans l'entreprise, au secteur d'activité de l'entreprise, avec les tiers avec qui l'entreprise travaille, également où est-ce qu'elle est implémentée géographiquement. Donc, pour conclure, je vous invite à consulter les différentes publications qui sont disponibles sur le site de l'AFA, que ce soit les guides. Je vous ai parlé aussi du document sur les paiements de facilitation qui peut être intéressant. Et aussi, encore une fois, n'hésitez pas à nous écrire sur l'adresse là, afa@afa.gouv.fr. On reçoit de plus en plus de questions d'entreprise. Des petites, moyennes, grandes questions juridiques, techniques, de tout. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Et même si vous le souhaitez, vous pouvez le faire de manière anonyme. Peut-être, juste avant de clôturer cette session, merci beaucoup, Angélique, tout d'abord d'avoir pu l'animer avec brio. Merci de votre participation. Et peut-être pour compléter, deux notions intéressantes à avoir en tête sur ces sujets. Premièrement, rappeler et souligner que la lutte contre la corruption fait l'objet d'un principe, des 10 principes du Pacte mondial des Nations Unies, auxquels vos entreprises se sont volontairement engagées. Donc, c'est toujours intéressant de le rappeler. Et souligner également qu'en effet, sur certaines notions abordées aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation légale sous certains seuils, mais rappeler l'intérêt pour vos entreprises de mettre en place des dispositifs de prévention sur ces sujets parce que, premièrement, comme le soulignait Angélique, ça peut vous permettre de renforcer vos liens avec vos donneurs d'ordre qui sont soumis, eux, à certaines obligations. Ça peut vous permettre évidemment de réduire vos risques réputationnels, légaux, juridiques, financiers. Et ça peut vous permettre également, pourquoi pas, d'accéder plus facilement à des financements. Donc, c'est également très intéressant pour vos entreprises, même s'il n'y a pas d'obligation légale directe sur ces sujets. Petite précision, avant de clôturer encore une fois cette session, sur les 2 prochaines sessions qui auront lieu donc, dans le cadre de ce cycle de formation. Nous aurons le plaisir de co-animer donc, une session le 15 octobre sur les dispositifs d'alerte interne dans les PME et ETI. Toutes les informations sont disponibles sur l'agenda du Pacte mondial de l'ONU Réseau de France sur le site internet. Et une session le 12 novembre sur les relations avec les tiers et les mesures de vigilance à mettre en place dans les PME et ETI. Donc voilà, on est pile à l'heure. Encore une fois, merci de votre attention et à bientôt. Merci beaucoup. Très bonne journée à toutes et à tous. Au revoir.